Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission. Aujourd'hui, je vous emmène à Gien, une charmante ville située dans le département du Loiret, dans le centre de la France. Avec son magnifique château surplombant la Loire et ses ruelles pittoresques, Gien est un véritable bijou à découvrir. Suivez-moi pour une balade à la découverte de l'histoire, de l'artisanat et des saveurs locales de cette belle cité. Alors là, nous sommes à la manufacture de Gien. Nous allons découvrir tous les secrets de fabrication de la faïence qui est la spécialité de la ville. Bonjour. Bonjour Jade, vous allez bien? Ça va très bien. Ouais. Merci de nous accueillir à la manufacture de Gien. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Alors déjà, je vous accueille avec plaisir. Et ça fait 38 ans que je travaille ici. Je suis un des plus anciens de la faïencerie de Gien. Fondée en 1821, la faïencerie de Gien est une véritable institution. Connue pour ses motifs décoratifs variés et colorés, la faïence de Gien est aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Sa recette est tenue secrète et ses techniques de fabrication sont restées les mêmes depuis 2 siècles. Chaque pièce passe entre les mains de 30 faïenciers qui travaillent la pâte, moulent, façonnent, émaillent, cuisent et décorent. Les pièces d'exception sont peintes à la main à l'aide de pigments de couleur créés en interne par le laboratoire de la manufacture. Il faut aux artisans au minimum 3 ans d'expérience pour maîtriser ces techniques qui nécessitent un geste sûr et précis. Donc en tout, avant la cuisson, il y a combien d'étapes? Avant la cuisson, nous avons donc l'étape du façonnage, Ouais, une cuisson biscuit, ouais, l'émaillage, la cuisson émail, ouais, la décoration, ouais. la cuisson décoration. Et après, on a le triage. Elles restent combien de temps dans le four, les pièces? Là, actuellement, on a un passage de 24 heures. Ah oui. Il faut être patient pour voir le résultat, c'est tout. Et là, c'est là qu'on découvre en fait si tout a Ouais. bien fonctionné, tout le processus qui s'est Exactement. produit avant, si tout est bon et si Ouais. on va pouvoir commercialiser les pièces. Absolument. Là, c'est là qu'on va découvrir si le décor a bien fondu dans l'émail, s'il n'y a pas eu de petits accidents de four, ça peut arriver. D'accord. Si l'étape de la décoration a bien été faite, on a un atelier de tri ensuite qui va vérifier tout ça. Gien, c'est avant tout une ville chargée d'histoire. Ici, nous sommes au château de Gien, construit au XVe siècle à la demande d'Anne de Beaujeu, fille de Louis XI. Aujourd'hui, il abrite le musée de la chasse. Merci de nous accueillir au château de Gien. On est dans la salle d'introduction. Est-ce que vous pourriez nous la présenter, s'il vous plaît, Madame Lemaine? Bienvenue. Cette salle est en fait une salle qui est immersive puisqu'elle va être un condensé de tout ce que le public va pouvoir voir dans ce musée qui est réparti dans les différentes salles du château. Aussi bien des tapisseries que des animaux naturalisés, que des trophées, que des trompes de chasse, que des sculptures, des peintures, des accessoires de chasse. Et ainsi, ils vont découvrir au fil de la visite les différents thèmes que sont la chasse au vol, la vénerie et la chasse à tir. Donc là, cette tapisserie représente une scène de chasse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quand elle date et ce qu'on peut y voir? Alors oui, c'est une tapisserie ancienne qui date de François Ier et qui évoque justement la passion du roi François pour la chasse au vol. Ah. Vous en avez un exemplaire ici, mais vous en avez un à Chambord par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, passez par ici. Alors, qu'est-ce que c'est cette salle? Alors, cette salle présente une collection de chaperons. Alors, des chaperons, en fait, ce sont des coiffes qui sont destinées à aller sur la tête de votre rapace, de votre animal. On va couvrir ses yeux afin de ne pas le perturber. On emmène son oiseau coiffé sur le lieu de chasse. Ensuite, on le déchaperonne. Là, il fait un battement de tête pour récupérer son acuité visuelle. Et là, il est prêt à chasser. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez un chaperon d'aigle qui venait de Chine. Je vois qu'il est ici, il est en cuir et en crin. C'est un chaperon du XXe siècle qui est en cuir et en crin. Et c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Mérite et qui était collectionneur. Il a fait don de sa grosse collection là-bas au Mucem de Marseille. Et donc du coup, il y a eu un dépôt ici de cet objet. Et précision, tous ces chaperons sont faits sur mesure. Ce château vaut vraiment le coup d'œil.
Et maintenant, je vous emmène dans un autre endroit emblématique de Gien, les bords de la Loire. Et pour découvrir la Loire, nous embarquons dans une toux cabanée avec un groupe de mariniers. Donc nous on est un groupe de mariniers, les Filles de Galarne de Gien, un groupe qui a une trentaine d'années. Hein. Donc ça c'est une toux cabanée que l'on a mis en service il y a 1 an, qui est toute récente. Et donc ça c'est le bateau traditionnel de la Loire. Ça fait partie des bateaux traditionnels de la Loire avec les futraux. Et aujourd'hui, c'est une merveilleuse façon de découvrir les bords de la Loire. C'est tout à fait ça. Donc il y a beaucoup de groupes sur tout le long de la Loire, hein, dans toutes les petites villes, qui ont des bateaux. C'est utilisé d'une manière plus ludique, déjà pour faire revivre la Loire avec son côté traditionnel. Hein. C'est assez sympathique. Et puis ça nous permet de se regrouper. D'accord. Depuis je me sens bien, dans le lit de la Loire, depuis je me sens bien. Oh et matelot, il n'y a pas de l'eau qui coule sur les ponts. Oh et matelot, il y a des tolos arrimés sur ton pont. Oh et matelot, il n'y a pas de l'eau qui coule sur les ponts. Oh et matelot, il y a ta Margot qui t'attend au ponton. Il tombait de la gaba. Après cette immersion dans l'histoire et le patrimoine de la ville de Gien, place à la gastronomie, direction le Petit Bouchon pour déguster une spécialité du Giennois. Le chef Christophe Jamet nous reçoit dans sa cuisine pour nous faire découvrir un plat typique de la région, Bienvenue au restaurant Le Petit Bouchon. revisité avec une touche personnelle aux influences asiatiques. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Un filet de merlu avec une sauce beurre blanc et un riz sauté. Eh bien, on va regarder ça. Alors, on va préparer le poisson. Poivre blanc, D'accord. le sel. Ensuite, après, pour la sauce beurre blanc, échalote, vin blanc, citron. Et pour ma part, un peu de gingembre frais. En fait, j'aime bien la cuisine asiatique. Ouais. Et puis, ça, c'est les petites touches. Enfin, moi, ça apporte de la fraîcheur. Ouais. Voilà. Je le marque à peu près 2-3 minutes Ouais. sur le côté peau. Ensuite, je vais le retourner 1 minute côté chair. Et je finis la cuisson au four à 200 degrés pendant environ 3 minutes. Un riz basmati, cuit la veille, qu'on fait sauter dans l'huile, avec une fondue de poireaux, de l'omelette, la sauce Myockman, saké et sauce soja. Et donc, on le fait sauter à la chinoise. On va passer au dressage de notre plat. On vient déposer notre poisson. On peut goûter? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup justement ce mélange. Je sens bien le goût de sauce de soja, même s'il est assez discret. Et le saké, enfin le mélange, Ouais. Myockman. C'est bon, je me rapproche. Oui, tout en mais l'accommodant à la française. C'est ça. En fait, nos clients, ils ont quand même besoin de se retrouver dans la cuisine française. Mais ça permet de leur faire découvrir des arômes auxquels ils ne sont pas habitués au quotidien. Et maintenant, direction l'ancien hôtel de ville. Nous sommes ici devant l'ancien hôtel de ville de Gien qui avait été inauguré en 1862. Inutilisé pendant de nombreuses années, il vient d'être rénové du sol au plafond, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les Giennois disposent maintenant de 4 salles magnifiques, comme cette salle des mariages et ses 3 lustres à éclairage LED. Alors je suis maintenant en compagnie du maire de Gien, monsieur Francis Kamal. Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez nous donner quelques informations sur votre magnifique ville, notamment en termes d'attractivité et de dynamisme économique?
Oui, bien sûr. Alors, Gien est une ville de 13 000 habitants, cœur de la communauté des communes giennoises, de 28 000 habitants, et avec un bassin industriel et économique assez dense et dynamique. De très belles entreprises ont leur siège ici. C'est aussi un lieu où on abrite un centre nucléaire de production électrique, la centrale de Dampierre-en-Burly. Le tout pour à peu près 8 000 emplois salariés sur Gien, pour une ville de 13 000 habitants, et un taux de chômage, et on doit le rappeler, qui est assez faible, puisqu'on est à moins de 7% de taux de chômage. C'est en dessous de la moyenne départementale, voire régionale. Et en termes de tourisme aussi, c'est une ville très attractive. Oui, alors c'est une ville qui a un certain nombre d'atouts. On travaille à son développement, à son attractivité. Nous avons la Loire, bien sûr, avec une activité touristique assez dense. Nous avons la faïencerie de Gien, qui est une belle manufacture, qui a fêté son bicentenaire il y a 2 ans maintenant. Le château-musée de Gien, qui abrite le musée de la chasse, puisqu'on est aux portes de la Sologne, et puis les coteaux du Giennois, avec une belle appellation d'origine contrôlée, qui fait la fierté des Giennois et du territoire. Est-ce que vous pourriez nous parler des relations qu'entretient Gien avec des villes chinoises? Je crois qu'il y a un partenariat, notamment avec la ville de Ruzhou, la capitale de la soie. Oui, vous avez raison. La ville a signé une convention de partenariat en 2017 avec la ville de Ruzhou. La spécialité de Ruzhou, c'est la soie. Nous, c'est la faïence de Gien. On est sur des produits de luxe qui sont des produits très connus et reconnus dans le monde entier. Donc voilà, ça pourrait être l'axe de travail entre nos 2 villes. D'autres relations culturelles ou économiques avec la Chine, les villes chinoises? Alors nous avons des relations régulières avec la Chine, avec des villes ou des provinces chinoises. Nous recevons régulièrement des délégations et nous avons eu le plaisir d'accueillir à plusieurs reprises Monsieur l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shai, qui est venu une première fois à l'occasion du festival des coteaux du Giennois. Et puis il est revenu avec son épouse, là dans un cadre plus privé, pour découvrir la ville. Si vous aviez un souhait à formuler, peut-être un appel, c'est peut-être l'occasion de passer un message à des entreprises chinoises. Est-ce que vous aimeriez par exemple que des entreprises chinoises, des Chinois viennent s'installer à Gien ou développer des relations avec des entreprises ou des Chinois? Nous sommes bien entendu prêts à accueillir des entreprises chinoises et leur faire découvrir notre patrimoine, leur faire découvrir nos atouts en vue d'implanter, pourquoi pas, des entreprises chinoises ici dans le bassin giennois. Merci Monsieur le maire. Merci à vous, Jade. Nous sommes ici dans les vignes du domaine de la famille Poupa, située sur les communes de Gien et de Briare. La famille Poupa est l'une des plus anciennes familles vigneronnes de la région. Déjà en 1650, l'un de ses ancêtres, Nicolas Poupa, y cultivait la vigne. Xavier Poupa, bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Quelles sont les spécificités des vins des coteaux du Giennois? Alors, il faut savoir que sur l'appellation des coteaux du Giennois, on travaille avec 3 cépages. Le Sauvignon, là on est dans une parcelle de Sauvignon qui nous sert pour l'élaboration de nos vins blancs. Et on a 2 autres cépages qui sont le Pinot Noir et le Gamay qui nous servent à l'élaboration de nos rosés et de nos rouges. Donc là, on va déguster le rosé 2023, c'est la cuvée Le Trocadéro. Très jolie couleur. Oui, on essaye d'avoir une couleur rose, mais couleur saumon. Un peu comme votre veste, c'est pas mal. J'étais en train de me dire. Il est délicieux. Merci. Et est-ce qu'il s'accorde bien avec la cuisine chinoise? Oui, effectivement, avec la cuisine chinoise, un rosé va très bien s'accorder. Sachant que c'est des plats qui sont souvent marinés sur la cuisine chinoise ou même asiatique en général. Il y a des épices, donc la cuisine chinoise ira très bien avec un rosé. Donc là, on va continuer avec la dégustation d'un blanc rivotte 2022, cépage Sauvignon. Très bien. Santé. À votre santé. Merci. Et merci à vous pour la visite et la dégustation. Avec plaisir. Gien est un véritable trésor d'artisanat, de patrimoine et de gastronomie. J'espère que cette visite vous a plu autant qu'à moi. Merci de nous avoir suivis dans cette découverte de Gien. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage dans les campagnes françaises. J'ai mouillé
dans la loi, mon excédent de vin. J'ai mouillé dans la loi, mon excédent de vin. Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à Autun, véritable trésor caché de la Bourgogne. Connu pour son riche patrimoine historique et ses paysages naturels magnifiques, Autun vous réserve bien des surprises. Suivez-moi pour une découverte inoubliable. À Autun, chaque coin de rue raconte une histoire. De la majestueuse cathédrale Saint-Lazare aux vestiges gallo-romains, en passant par les paysages enchanteurs du parc naturel régional du Morvan, c'est le lieu tout indiqué pour une escapade. Mais Autun n'est pas une ville dont on parle seulement au passé. Elle a su conserver un dynamisme économique, produit des objets qui s'exportent dans le monde entier et entretient même des liens privilégiés avec la Chine. C'est tout cela que nous découvrirons aujourd'hui. Mais tout d'abord, un peu de tourisme. La cathédrale Saint-Lazare est l'un des sites incontournables à visiter à Autun. C'est un petit bijou d'architecture. La cathédrale Saint-Lazare est célèbre pour ses sculptures romanes, notamment le tympan du Jugement dernier, chef-d'œuvre du célèbre sculpteur Gislebertus. Construite au XIIe siècle, elle est représentative de l'art roman bourguignon. À l'intérieur, dans la nef, on peut admirer toute la douceur et la beauté blonde de la pierre bourguignonne et les jeux de lumière des vitraux illustrant des scènes bibliques. Derrière cette double porte se cache un précieux trésor soigneusement gardé. Le trésor de la cathédrale, situé au niveau de la grande sacristie et de la salle du trésor, rassemble les œuvres majeures qui ont orné la cathédrale au fil des siècles. Instruments liturgiques, orfèvrerie, peinture et sculpture évoquent l'histoire de la cathédrale. C'est incroyable de penser que toutes ces œuvres ont traversé les siècles et nous fascinent toujours autant. Maintenant, je vous emmène dans un autre lieu emblématique, le temple de Janus. Fondé par les Romains sous le nom d'Auguste du Nome, Autun est un livre ouvert sur le passé qui regorge de vestiges de l'Antiquité. Le temple dit de Janus est d'origine gallo-romaine. On estime que sa construction remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. En fait, la référence à la divinité romaine Janus ne repose sur aucun fait archéologique ou historique et la divinité vénérée dans ce temple est inconnue. Le nom de Janus lui a été associé à tort au XVIe siècle par un historien qui interprétera ainsi le nom du secteur où il s'élève, la Gentois. Mais en réalité, ce nom fait tout simplement référence au massif de genêts qui l'entoure. Le temple de Janus fait partie des tout premiers monuments historiques protégés de France, et cela dès 1840, et sa visite est gratuite. Et maintenant, je vous emmène à la cascade de Briscou pour découvrir les paysages naturels environnants. Autun est niché au cœur du parc naturel régional du Morvan. Ce parc est à la pointe du tourisme vert et offre une infinité de possibilités d'activités de plein air. Ses lacs, ses forêts, ses montagnes sont une invitation à la découverte et à la détente. Constitué de collines et de basses montagnes, dont le point culminant n'est qu'à 900 mètres d'altitude, le parc naturel du Morvan est un véritable paradis pour les fans de sport et de nature. Canoë-kayak, VTT, randonnée, toutes ces activités sont au programme. Mais si vous cherchez tout simplement un peu de tranquillité, le son du torrent est parfait pour méditer. Nous sommes au pied de la cascade de Briscou, dans la forêt de Montmain, située à 2 km d'Autun. On y accède en suivant l'ancien aqueduc romain de Montjeu, qui fonctionnait encore au XIXe siècle sur quelques centaines de mètres.
Après avoir visité quelques aspects emblématiques de la ville d'Autun, nous voici maintenant au parc d'activités Saint-Antoche. Autun a su conserver une activité économique et commerciale riche et contribue au dynamisme du Made in France. Ici, nous sommes sur le site de fabrication d'une célèbre marque de collants dont on ne sait pas toujours qu'ils sont fabriqués à Autun. Ce sont les collants Dim. C'est dans ces ateliers que sont fabriqués depuis les années 60 les collants qui ont fait la notoriété de la marque. Aujourd'hui, il y entre 14 tonnes de fil par semaine pour une production d'environ 24 millions de paires de collants et 12 millions de paires de mi-bas par an. Arnaud Boisselier, vous êtes directeur des usines Dim à Autun. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est née la marque Dim à Autun? Elle est née en 1967, où Bernard Giberstein, son créateur, a commencé un petit atelier de tricotage de collants à Autun. Voilà. Et puis ensuite, de fil en aiguille, on va dire. C'est le mot. Avec le boom du collant dans les années 70, il a créé l'empire Dim, puisque c'était vraiment un empire à l'époque, avec des usines aux quatre coins de la France. Est-ce que vous avez des relations avec la Chine? Oui. Alors, mais plus, on va dire, dans des relations d'import. Voilà, des produits qu'on ne peut pas faire en interne, qui sont actuellement réalisés en Chine et qu'on importe pour commercialiser en Europe. Et bien sûr, vous aimeriez exporter vers la Chine. Ah oui, ça serait effectivement un objectif. On cherche toujours à exporter plus. Et c'est vrai que la Chine, c'est un marché potentiel important, Des délocalisations avaient entraîné des suppressions de postes il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, la quasi-totalité des chaussons Dim sont à nouveau produits à Autun et environ 700 personnes travaillent ici. Et maintenant, retour en centre-ville pour visiter un autre atelier autunois. Les parapluies Nera sont un autre exemple du savoir-faire de la région. Chaque année, 25 000 parapluies fabriqués dans la plus pure tradition sortent de cette manufacture fondée en 1852. Pour fabriquer un beau parapluie, il faut de belles matières, de bons outils, mais aussi un vrai savoir-faire. Chaque monteuse maîtrise toutes les étapes de la confection d'un parapluie. S'il ne faut qu'1 heure pour fabriquer un parapluie, il faut près de 2 ans pour former une monteuse à cette polyvalence. Tout l'intérêt de ces parapluies fabriqués de manière artisanale réside dans les détails et les matériaux utilisés. Ces tissus jacquard sont tissés avec un motif différent à l'intérieur et à l'extérieur. En tant qu'acteur de la mode, Nera crée 2 collections par an. Alors la production des parapluies Nera à Autun avait été mise en pause pendant une vingtaine d'années et vous l'avez relancée en 2014. Parlez-nous de la production actuelle et des exportations. Alors aujourd'hui, donc effectivement, on a relancé depuis quelques années maintenant la fabrication locale. On en est très fiers et on milite pour une production très authentique et très artisanale qui occupe aujourd'hui donc 3-4 personnes. Donc c'est modeste, mais justement ça nous permet de prendre le temps de fabriquer de petites productions de qualité. Et vous exportez donc? Et on exporte dans une quinzaine de pays ou un petit peu plus aussi, en proche export, c'est-à-dire en Europe, mais aussi dans le sud-est asiatique. Alors justement, vous vouliez me parler de la Chine, c'est un marché important. Donc à la fois effectivement on exporte, mais avant tout depuis les années 70, on travaille intensément sur des marchés avec des productions asiatiques. Et donc, c'est un pays qu'on connaît très bien et on espère bien pouvoir développer nos affaires là-bas. Véronique Paco est adjointe au maire d'Autun, chargée, entre autres, des relations internationales et des jumelages. Véronique Paco, Autun est une ville avec un patrimoine absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui est mis en place par la ville pour attirer les touristes? Autun travaille sa stratégie touristique tout simplement, donc elle conforte ses offres pour la clientèle existante, mais l'important justement c'est d'aller chercher les cibles, donc ces touristes potentiels qui ne viennent pas encore, et justement de construire toute une stratégie pour les accueillir, les faire venir, qu'ils se sentent bien, qu'ils reviennent et qu'ils soient les ambassadeurs pour les futurs visiteurs. Alors justement, vous avez désormais des touristes chinois. Oui, tout à fait. Cette année 2024 est une année
anniversaire, puisque ce sont les 60 ans des relations diplomatiques franco-chinoises. Donc cette année 2024 est une belle année. Le tourisme chinois revient, et franchement, nous en sommes ravis. En 2018, un jumelage a été établi entre Autun et Chengdu, une petite ville chinoise de 17 millions d'habitants. Qu'est-ce qui a eu lieu suite à cette coopération? Alors cette coopération a été basée sur les échanges entre les jeunesses chinoises et la jeunesse autunoise. Donc c'est vraiment l'essence même. La coopération sur la jeunesse, la dynamisation en fait des visites de groupes de jeunes. Ces jeunes qui viennent sur notre territoire découvrir Autun, découvrir l'art de vivre à la française, parce qu'ils sont hébergés par des familles françaises qui les accueillent vraiment de très très belle manière. Ils réalisent les activités sur le territoire, ils visitent nos monuments et ils sont nos ambassadeurs pour la Chine. Ils ramènent leurs souvenirs en Chine. Et d'ailleurs, il y a d'autres échanges avec d'autres villes chinoises, je crois. Oui, nous avons signé en 2023 une convention avec Penzhou. Donc cette convention est sur le tourisme, le développement touristique, et notamment l'éventuelle réflexion sur des autotours à mettre en place. Donc autotours qui peuvent, au départ d'Autun, partir sur Beaune et se baser sur le vignoble, les vins de Bourgogne. Mais il y a beaucoup d'autres choses, puisque je pense que le touriste chinois veut vivre une expérience. Il apprécie l'art de vivre à la française, la gastronomie et les vins de Bourgogne. On le comprend. Romanée-Conti, Beaujolais, Bourgogne-Aligoté, certains de ces noms vous diront sûrement quelque chose. Ce sont tous des vins de Bourgogne. La Bourgogne est en effet célèbre dans le monde entier pour ses vins d'exception et leurs noms font rêver les amateurs de grands vins partout dans le monde. L'appellation Côte du Couchois est située dans la partie sud de la Bourgogne. Nous sommes maintenant à Dracy-les-Couches, au domaine de Montmeureau. Laurent de Montmeureau a repris cette exploitation avec son épouse Amélie. C'est une exploitation d'environ 15 hectares qui dispose d'une appellation de vin de Bourgogne. Laurent de Montmeureau, pourquoi les vins de Bourgogne sont-ils aussi connus et aussi exceptionnels? Les vins de Bourgogne, c'est une grande histoire liée aux vignes, forcément. C'est la mise en avant du sol, la mise en avant d'un savoir-faire et d'un travail d'échange de génération en génération. Voilà, c'est vraiment aller chercher le meilleur de la terre à des endroits très précis et le sublimer en fait par le travail de l'homme. Et là, on obtient des choses différentes, variées, magnifiques. C'est ce qui fait la force de la Bourgogne. C'est vraiment la force. Ouais. Alors, les consommateurs chinois s'intéressent de plus en plus aux vins de Bourgogne. Est-ce que vous pourriez nous parler des clients chinois de la région? La clientèle chinoise est vaste et on perçoit forcément un intérêt pour le vin en général et pour le Bourgogne notamment. Et on voit que cette clientèle commence on va dire, travailler son palais. C'est-à-dire qu'elle a appris par les très grands vins de Bourgogne et aujourd'hui elle se met à découvrir des petites zones de production comme la nôtre, les Bourgogne-Côte du Couchois. Donc c'est des gens qui vont s'habituer à déguster des vins et qui, au fil de leur vie, apprendront à découvrir des petites zones un peu moins connues, avec une qualité certaine. Comme par exemple les Côtes du Couchois que vous essayez de développer actuellement? Exactement, oui, on est en pleine Bourgogne et on a un petit territoire à part avec voilà, une vraie volonté de mise en avant du territoire, un vrai savoir-faire qui a commencé par le travail de nos parents depuis plusieurs générations et puis qu'on essaye de sublimer aussi à notre tour et pouvoir un jour devenir un village. C'est l'objectif de notre zone de production. C'est franchir des caps qualité pour espérer un jour se faire reconnaître dans le monde entier. Ouais. Et peut-être recevoir des Chinois. Et on espère fortement un jour recevoir des Chinois chez nous, ouais, bien sûr. Santé. Et merci. Pas de souci, c'est nous. On s'adapte au milieu, on est très bon. La journée se termine en beauté avec une plongée dans l'histoire et la culture. Chaque été, la fresque historique en décor naturel Auguste Dunhomme dépeint l'histoire d'Autun en remontant le temps. Le spectacle se déroule au théâtre antique romain. C'est un moment magique et hors du temps. Il y a encore tellement de lieux à visiter à Autun. Un château, des musées et même un temple bouddhique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau voyage dans les campagnes françaises.